Et là, je me rends compte que, attends, je gagne de l'argent parce que j'ai vendu des solutions d'une entreprise, mais c'est génial. Ouais. Et donc là, je me dis, waouh, mais en fait, si je maîtrise cette compétence, je sais que plus jamais de ma vie, je ne manquerai d'argent. Les gens ne se rendent pas compte à quel point, lorsqu'ils sont dans des grandes structures et qu'ils ont des formations à répéter, ils ne réalisent pas à quel point ils ont de la chance. J'ai posé des questions, non pas pour répondre, mais pour comprendre. Parce que je me suis dit, si je ne comprends pas, je ne peux pas lui vendre. Et c'est un point important, beaucoup de commerciaux ne le comprennent pas. Je pense que tu le souligneras tout à l'heure aussi quand tu parleras de ton livre. Vendre, honnêtement, c'est 80% d'écoute. Ouais. 80% d'écoute active et 20% où tu poses les bonnes questions. Souvent, je dis, tu as 2 oreilles et une bouche, alors utilise-les en conséquence. Bonjour Aurélie. Hello, salut Gilles. Comment vas-tu ? Très bien, merci, et toi ? Très bien, je suis ravi, c'est la première fois qu'on se rencontre. C'est vrai. Et à Paris en plus, je ne viens plus très souvent, mais il fait pas très beau aujourd'hui, mais c'est vrai. C'est pas le cas toujours. Ça me rappelle Londres. Effectivement. Ouais. Du coup, ça va, t'es pas trop dépaysé. Absolument, absolument. Alors, Aurélie, quelle est ton histoire ? Ah, ça y est, on rentre direct dans le vif du sujet. Directement. Mon histoire. Écoute, je suis née en Mauritanie. La Mauritanie, c'est un pays de l'Afrique de l'Ouest, pour ceux qui ne savent pas où ça se situe, parce que souvent, on connaît le Sénégal, mais pas forcément des fois la Mauritanie, C'est vrai. qui se situe entre le Maroc et le Sénégal. Et donc, je suis née là-bas, mais je suis arrivée en France très, très jeune, à l'âge d'1 an et demi, avec ma mère, notamment pour rejoindre mon père qui était déjà venu juste avant nous. Et disons que jusqu'à mes 10 ans, j'ai une vie plutôt confortable, mais modeste. À 10 ans, d'ailleurs, j'avais une petite sœur, un petit frère. On vivait ensemble à Paris, dans un des 3. Donc, tu es l'aînée. Je suis l'aînée. Ouais. Du moins, c'est ce que je pensais. Et j'apprends justement que mon père, avant d'épouser ma mère, avait eu une union précédente. Et de là, il a 3 enfants. Donc, j'ai 2 demi-sœurs qui sont plus grandes que moi et un demi-frère. Et par contre, ils sont au Sénégal. Et donc, j'apprends qu'ils vont venir habiter avec nous à Paris. Donc, me rejoindre moi, ainsi que mes petits frères et sœurs. Mais toi, tu l'apprends ? Ta maman l'apprend aussi ou c'est juste toi qui apprends ça ? Je pense que c'est que moi qui apprends ça. Ma mère, D'accord. je pense qu'elle était au courant. Ouais. Par contre, j'étais pas au courant, effectivement, qu'ils allaient venir débarquer dans mon intimité. Ouais. Sauf que, le jour de leur arrivée, il n'y a pas 3 personnes qui débarquent, il y en a 6. Attends, 6 enfants ou 6 personnes en tout ? 6 personnes en tout, parce que mon père décide de faire venir, en plus de ses enfants, ses 3 neveux, qui sont donc mes cousins, Ouais. qui sont les fils de son frère décédé. D'accord. Donc, on se retrouve de 3 enfants à la maison à 9 enfants à la maison. Waouh. Et la maison, si c'est pas indiscret, la maison était faite pour accueillir combien de personnes ? Je pense qu'on avait en fait 2 chambres, donc la chambre des enfants, la chambre des parents et le salon. D'accord. Donc, on vivait notre petite vie, on va dire, tranquillement. Ouais. Et il y a 6 personnes qui débarquent du jour au lendemain. D'accord. Donc ouais, de 3 enfants à la maison à 9 enfants à la maison, notre pouvoir d'achat est divisé par 3. Je perds mon confort, je perds mes repères et je dois partager effectivement ma vie avec des inconnus parce que ces personnes-là, juste avant, je ne les connaissais pas. Mm. Et c'est vrai qu'on entre dans une spirale assez toxique avec beaucoup de disputes, beaucoup d'embrouilles. Forcément, quand il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup d'ego également en jeu. Et finalement, pour ma part, la seule échappatoire que je trouve, c'est vraiment de sortir dehors et de jouer. Donc, jouer à la star, jouer à chanter, à danser avec mes amis, jouer vraiment me permettait de m'évader. Et une chose également intéressante, c'est que j'accompagnais souvent ma mère au marché. Au marché, quel marché ? Au marché, tu sais, pour acheter des fruits, des légumes, D'accord. pour acheter les commodités. Dans votre quartier ? Exactement. Et une chose qui me fascinait, c'est qu'elle n'achetait jamais rien sans négocier. Elle négociait absolument tout. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, elle réussissait à obtenir des réductions et donc à acheter les produits qu'elle voulait à des prix beaucoup plus abordables. Et en grandissant, j'ai compris effectivement qu'elle n'avait pas d'autre choix que de négocier, parce que forcément, quand tu as autant de bouches à nourrir, je pense que chaque centime compte. Donc pour elle, négocier, c'est comme si c'était un jeu. Des fois même, je me rappelle, j'observais, elle disait « Écoutez, si vous n'êtes pas prêt à faire ce prix, c'est pas grave, je m'en vais et j'achèterai rien chez vous. » Et après, tu avais les vendeurs qui disaient « Madame, revenez, c'est bon, on va vous faire le prix que vous voulez. » Donc elle était vraiment excellente dans la négociation. Donc moi, j'observais beaucoup
Et c'est vrai qu'elle m'a transmise inconsciemment, je pense, ce jeu-là de la négociation. Alors, elle négociait au marché pour acheter vos produits. Exactement. Qu'est-ce qu'elle faisait professionnellement? Elle s'occupait de vous? Elle s'occupait de nous. Ce qui est déjà beaucoup. Oui, je pense que c'est déjà beaucoup. Elle a eu également des métiers, notamment en tant que femme de ménage. Mais c'est vrai que voilà, mon père, de base, il était plutôt d'avis que la femme doit rester à la maison, en bon Sénégalais qui se respecte, s'occuper des enfants, etc. Faire, voilà, comme on le sait, la cuisine, le ménage et tout ça. Mais c'est vrai qu'elle avait quand même envie d'avoir également... de pouvoir avoir de l'argent pour pouvoir notamment subvenir à ses besoins et ne pas que dépendre effectivement de mon père. Alors, si j'ai bien compris, donc c'est ta maman qui vient de Mauritanie et ton papa qui vient du Sénégal, ou c'est plus compliqué que ça? Alors, je dirais qu'en réalité, les deux viennent de la Mauritanie et du Sénégal parce que leurs mères sont mauritaniennes et leurs pères sont sénégalais. D'accord. Il y a beaucoup de mélanges dans nos pays d'Afrique. Exactement. Et beaucoup de personnes qui sont de plusieurs pays parce qu'en fait, comme on a été balkanisés, en réalité, nos frontières ne sont pas celles sont. Un autre exemple, c'est le Sénégal et la Gambie. C'est un même pays, mais c'est deux pays différents. Exactement. Voilà. Ouais. Et comme tu le sais, entre le fleuve du Sénégal et la Mauritanie, il y a juste un fleuve qui sépare les deux pays. Donc effectivement, ça crée beaucoup de mixité. Tout à fait. Alors, ta maman négocie et tu l'observes. Qu'est-ce que tu apprends? Ce que j'apprends, c'est que, en fait, j'observais beaucoup. Je parlais peu, mais j'observais beaucoup. Donc, je voyais vraiment la manière dont elle s'y prenait. Je voyais également les moments de bascule. Je voyais les moments où, par exemple, un vendeur voulait absolument trop forcer la vente. Et du coup, ça repoussait ma mère et elle disait non, je vais aller voir quelqu'un d'autre. Et je voyais également l'aisance avec laquelle elle demandait. C'est-à-dire que pour elle, demander, c'était normal. C'était pas quelque chose d'honteux, c'était pas quelque chose où il fallait s'excuser. Elle avait rien à perdre à demander. Donc, je pense qu'inconsciemment, elle m'a transmise l'idée que ça coûte rien de demander. Au pire, on te dit non. Et au mieux, tu obtiens en plus ce que tu veux. Elle avait vécu combien de temps en France? Là, ça faisait une dizaine d'années, enfin un peu moins même. Non, ça faisait 8 ans. Sachant qu'en plus, c'est vrai que de base, ma mère, quand elle est venue en France, elle ne parlait pas français au départ. Donc, elle a vraiment appris au fur et à mesure. Je pose la question parce que souvent dans nos environnements, on apprend aux enfants à ne pas demander. Et donc, quelque part, dans nos cultures sénégalaises, notamment, mais aussi en Mauritanie, si je ne m'abuse, parce que j'y ai vécu, le fait de demander, ça n'est pas traditionnel. Mais le fait de vivre dans un autre pays, on apprend aussi les comportements et les habitudes et les us et les coutumes de ces pays-là. D'accord. Donc tu apprends à la lumière de ce que fait ta maman. Et ensuite, toi, qu'est-ce que tu as fait comme études, comme circuit d'études, et qu'est-ce qui t'a amené à devenir l'une des expertes de la vente? Yes. Donc 10 ans, il y a ce basculement, on va dire, dans ma vie. Et ce qui est intéressant, c'est que à mes 14 ans, un soir d'été, en revenant du collège, j'arrive devant chez moi et impossible de rentrer. Je me retrouve devant une grosse porte blindée. On s'est fait expulser de notre appartement. Wow. Donc apparemment, on était beaucoup trop nombreux, on faisait beaucoup trop de bruit, beaucoup trop de boucans. Les voisins ont fait une pétition pour clairement nous mettre à la porte. Et en plus, voilà, il y a eu beaucoup de situations complexes qui fait que je ne peux plus accéder à chez moi. Je laisse littéralement derrière cette porte tous mes souvenirs d'enfance. Tu vois, les dessins que l'on fait à la maternelle ou même à l'école primaire. Je laisse là-bas mes photos de classe, mon carnet de santé, mes affaires, mes vêtements, enfin tout littéralement. Je vais plus jamais récupérer ça. Et c'est resté derrière cette porte-là. Et je m'en souviendrai toujours du choc quand j'arrive chez moi et je vois que je ne peux plus accéder à chez moi. Mais la situation, elle a dû se dégrader au fil du temps. Est-ce que tu étais consciente de cela ou tes parents... Non, je n'étais pas consciente. Et les parents n'en parlaient pas Non, il y a juste eu ce point de bascule où j'arrive, je rentre du collège et je ne peux pas rentrer chez moi. Donc je comprends à ce moment-là que je me retrouve SDF, c'est-à-dire sans domicile fixe. Naturellement, je vais chez ma tante et c'est là-bas que je retrouve justement mes parents. En plus, à l'époque, on n'a pas forcément de téléphone portable comme aujourd'hui, on n'est pas connecté. Donc voilà, on se retrouve à dormir à l'hôtel pendant quelques jours. Et ensuite, mes parents décident d'aller en Normandie chez des amis. Et c'est là-bas qu'on va recommencer finalement une nouvelle vie. Et je me dis, à ce moment-là, tant mieux qu'on change littéralement même de région. Comme ça, là-bas, personne ne me connaît. Et je n'aurai pas besoin d'expliquer, entre guillemets, ce que je viens de vivre là. Pour une enfant de 14 ans, ça devait être une situation très embarrassante, très difficile à vivre. Exactement. Psychologiquement aussi, ouais.
oppressante quelque part. Exactement. Et c'est là effectivement que également la famille entre guillemets se disperse. Donc mes 3 cousins décident effectivement de trouver un autre logement de leur côté. Ils étaient déjà adultes Oui, ils étaient tous beaucoup plus grands que moi dans tous les cas. Ils avaient tous plus de entre 18, 20 ou 20, même plus. Oui. Et donc à ce moment-là, ma grande sœur également décide de rester à Paris. Mon grand frère aussi décide de rester à Paris. Et en fait, il n'y a qu'une demi-sœur qui reste avec nous. Et donc, on repart en Normandie pour une vie, du coup avec beaucoup moins de monde et un peu plus normale, on va dire. Et donc, on va dire, à ce moment-là, quand cette situation-là arrive, une chose que je me dis, c'est que quand je vais grandir, je vais tout faire pour réussir ma vie et devenir riche. Parce que je me suis dit, si mon père avait plus d'argent, s'il avait peut-être eu plus de moyens, on ne se serait pas retrouvé à la rue. Et déjà, on aurait eu un meilleur logement, on aurait une meilleure qualité de vie. Donc, j'ai très vite compris que gagner de l'argent, c'était important, en fait, si on veut vivre une belle vie. Mais je ne savais pas encore comment j'allais faire, effectivement, pour pouvoir en gagner. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à 18 ans, je fais un stage en entreprise de commercial B2B. Alors, quand tu fais ton stage de commercial, est-ce que tu avais poursuivi tes études malgré la coupure? Oui, j'ai fait le lycée, j'ai passé mon bac. D'accord. Voilà. D'ailleurs, c'est l'année du bac où on nous demande de faire un stage en entreprise, un stage professionnel de 2 mois. Oui. Donc là, à ce moment-là, je décide de chercher une entreprise à Paris. J'étais en Normandie, mais du coup, je décide de revenir à Paris parce que je savais qu'il y avait beaucoup plus d'opportunités là-bas. Et je trouve un stage de commercial B2B. Donc, je suis embauchée sur ce poste-là. Au départ, je ne sais pas du tout ce que c'est effectivement le métier de commercial. Je ne sais pas ce que c'est la vente. Mais j'arrive, on me donne un gros classeur avec plein de numéros d'entreprise. Et on me dit, ton rôle, Aurélie, il est simple. C'est d'appeler les entreprises et c'est de décrocher des rendez-vous. Donc, tu les appelles et tu essayes de décrocher un rendez-vous. On n'est pas formé, on n'a pas de script de vente, on n'a rien du tout. Tu sais, quand on prend des stagiaires, on se dit, bon, ils vont se débrouiller. S'ils arrivent, c'est tant mieux. S'ils n'arrivent pas, c'est pas grave. Dans tous les cas, on n'a rien perdu parce qu'ils ne sont même pas payés. Mais toi, je ne sais pas si tu le savais consciemment, mais tu avais été formé par ta maman. Exactement. Mais sur le coup, c'est vrai que je ne savais pas. Mais par contre, une chose qui est intéressante, c'est que comme j'ai vu ma mère demander et finalement, la plupart du temps, en réalité, elle ne se faisait pas refuser. On lui disait toujours oui. Donc je me suis toujours dit, ça me coûte rien de demander. Je peux appeler les entreprises, booker des rendez-vous et puis s'ils ne veulent pas, c'est pas grave. Donc je ne partais pas avec cet a priori de « Ah, mais j'ai peur qu'on me dise non, j'ai peur qu'on me rejette ». Donc je pense que ça, effectivement, ça a beaucoup joué. Bien sûr. Donc, je passe à l'action, je passe des appels. Bien évidemment, au début, je bégaye, je sais pas aligner 2 mots, etc. Mais c'est pas grave, je continue à jouer le jeu. Et à un moment donné, j'ai réussi à décrocher mon premier rendez-vous. Donc, je vais voir mon tuteur de stage, je lui dis, il me dit, c'est super, bravo. Tu vas te rendre au rendez-vous et tu vas vendre nos solutions. Les solutions, c'était quoi? En fait, on vendait des solutions de télécommunication pour les entreprises. D'accord. Et j'étais là, d'ailleurs, je me disais, mais j'ai même pas compris ce que l'on vendait. Comment je vais faire pour vendre ça? Il me dit, écoute, voici un peu nos offres. Tu parles avec le client, tu vois un peu ce qu'il veut et tu essaies de vendre nos solutions. Souvent, les petites et moyennes entreprises qui sont soit jeunes, soit qui ont même de l'expérience, ne forment pas en fait leurs commerciaux. Les gens ne se rendent pas compte à quel point, lorsqu'ils sont dans des grandes structures et qu'ils ont des formations à répéter, ils ne réalisent pas à quel point ils ont de la chance. C'est vrai. Parce que beaucoup de petites entreprises n'ont, entre guillemets, pas le temps de former leurs commerciaux ou leurs employés. Ils devraient prendre ce temps, mais bon. Je suis complètement d'accord avec toi. Et encore moins pour les stagiaires. Donc, je pars au rendez-vous. Et une chose qui était intéressante, c'est que comme j'avais pas les clichés, si tu veux, du vendeur qui doit pitcher, qui doit convaincre, qui doit persuader, etc. Je me suis dit, avant de vendre quoi que ce soit, déjà, il faut que je comprenne quelle est la situation de l'entreprise. Bien sûr. Donc, naturellement, ce que j'ai fait, avant même d'avoir été formée, c'est que j'ai mené le rendez-vous sous une forme d'entretien découverte. J'ai posé des questions, non pas pour répondre, mais pour comprendre. Parce que je me suis dit, si je ne comprends pas, je ne peux pas lui vendre. Bien sûr. Et je pense que, naturellement, comme je sais, j'avais développé ma capacité d'écoute active, et donc j'ai commencé à poser des questions. Quelle est la situation de la société? Quel est le problème qu'ils rencontrent? Depuis combien de temps? Qu'est-ce qu'ils ont cherché comme alternative? Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Donc, finalement, le plus gros de notre échange, c'était moi qui posais des questions et le chef d'entreprise qui répondait à mes questions. Donc, des questions de situation, surtout. Exactement, c'est ça. Sachant que, le contexte, j'avais 18 ans, pas du tout formée, mais j'étais déjà dans cette posture-là, poser des questions et écouter. Et une chose qui est intéressante, c'est que quand j'ai terminé, du coup, de comprendre un peu la situation, je me suis rendu compte qu'effectivement, la solution qu'on proposait pouvait réellement les aider, et en plus qu'ils pouvaient faire des économies. Donc, je lui ai présenté la solution en lien avec ce que j'avais compris. Et là, le chef d'entreprise me dit « Oh, waouh,
où est-ce que je signe? Première visite, premier rendez-vous commercial, première signature. Exactement. Extraordinaire. C'est ça. Et donc là, je suis trop contente, je repars en entreprise. Je dis, waouh, j'ai réussi à vendre. Et le déclic, vraiment, au-delà d'avoir réussi à vendre, c'est que mon tuteur de stage, il me dit, comme tu le sais, tu fais un stage qui n'est pas rémunéré, mais comme tu as vendu une de nos solutions, tu vas toucher une commission. Génial. Et là, je me rends compte que, attends, je gagne de l'argent parce que j'ai vendu des solutions d'une entreprise, mais c'est génial. Ouais. Et donc là, je me dis, waouh, mais en fait, si je maîtrise cette compétence, je sais que plus jamais de ma vie, je ne manquerai d'argent. Donc là, la graine était semée. Oui, parce que quelque part, dans ton esprit, dans ton inconscient, dans ton conscient, il y avait ces traumatismes dont tu nous as parlé tout à l'heure, qui faisaient que tu voulais absolument trouver la bonne méthode pour gagner de l'argent et devenir riche. Exactement, c'est Ouais. ça. Ouais. Et donc, je me suis dit, je vais continuer effectivement mes études. J'ai envie d'en savoir encore plus sur justement cette histoire de développement commercial, de commerce, etc. Donc, j'ai fait des études de commerce international. Aujourd'hui, je suis diplômée d'un master manager du développement commercial à l'international. J'ai fait une école de commerce international. D'ailleurs, de la licence au M2, j'étais en alternance. Bien évidemment que mes parents n'avaient pas les moyens de me payer une école de commerce. Et donc, j'ai trouvé une solution. Faire de l'alternance. Comme ça, l'entreprise paye mon école de commerce et en plus, je suis payée aussi pendant que je fais mes études. C'est génial. Et tu faisais de l'alternance pour qui? Quelle société? J'ai fait 3 années d'alternance dans 3 sociétés différentes. D'accord. Donc, une société notamment de dématérialisation documentaire. Ouais. Donc, en gros, l'objectif, c'était de scanner toute la paperasse pour pouvoir potentiellement les mettre, permettre en fait à ces supports papier d'être dématérialisés. Mhm. Après, j'ai fait une année dans une société de data center. Je connaissais rien du tout à tout ce qui est data center, mais du coup, j'ai appris sur le tas. Hyper intéressant. Et la 3e entreprise, je sais même plus c'était quoi. Je crois que c'était une solution de technologie. C'était une sorte de logiciel en fait informatique. D'accord. Data center, c'est extrêmement important, extrêmement utile. Tout ce que tu as pu apprendre aujourd'hui, puisque c'est vraiment l'une des grandes batailles d'aujourd'hui et de l'avenir. Exactement. Et j'ai compris que dans les océans, il y avait carrément des kilomètres effectivement de données entre guillemets qui circulent et j'avais pas du tout conscience de ça et je me suis dit effectivement c'est super intéressant. Et donc de là, tu finis ton master et qu'est-ce qui se passe? Je finis mon master et une chose, d'ailleurs, moi, dans ma vie, j'aime toujours me fixer des challenges. Ouais. On m'avait dit, Oureille, ça ne sert plus à rien de faire des études. Aujourd'hui, même les gens qui ont des bacs plus 5, ils sont au chômage. Et je disais, OK, moi, je vais avoir un CDI avant même d'avoir terminé mes études, avant même d'être diplômée, pour le coup. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai commencé à postuler avant même de savoir si j'allais obtenir mon diplôme. Mais dans ma tête, c'était, of course, je vais obtenir mon diplôme. Et 2 mois avant même la fin de mes études, j'avais déjà le choix entre rejoindre une société du CAC 40, plutôt sur la partie du coup communication, et rejoindre du coup une start-up tech en tant que International Business Developer. Donc naturellement, comme j'aime le challenge, j'ai choisi la 2e option. Là où tout le monde m'a dit, mais ça va pas, attends, société du CAC 40, pour le CV, c'est trop bien, etc. Je dis, ouais, mais c'est pas assez challengeant. Donc moi, j'aime bien les défis et je préfère rejoindre une start-up en pleine croissance pour pouvoir potentiellement rapidement monter les échelons. Avec cette positive attitude que je vois devant moi, c'est ça? Toujours. très, très bien. Et la start-up que tu rejoins, tu la rejoins à quelle époque, en quelle année? Donc c'était en 2016. 16, ouais. C'est ça. Ouais. Il y a 10 ans. Exactement. Mais tu avais déjà 3 ans tu avais déjà 3-4 ans d'expérience professionnelle. C'est ça. Ouais. J'avais fait des stages à l'étranger entre-temps. J'avais mes 3 années d'expérience en alternance. Ouais. Plus j'avais fait des études de commerce international. Donc, je venais sur le marché avec quand même pas mal déjà de background pour mon âge. Et donc, naturellement, c'est pas les opportunités, on va dire, qui manquaient. Alors, parle-nous de cette expérience. Cette expérience a été intéressante parce que c'était une société, en fait, qui développait, on va dire, un framework PHP, notamment. Donc, j'étais dans une boîte de geeks, littéralement. Il n'y avait pas beaucoup de filles. La plupart de mes collègues, entre midi et 2, ils jouaient aux jeux vidéo dans le grand open space, littéralement. Ils faisaient des soirées geeks, de jeux et compagnie. Mais moi, je suis quelqu'un de curieuse et j'aime bien découvrir de nouveaux univers. Donc, ça va. On va dire, je me suis
intégrer rapidement. Et surtout, ma mission, c'était vraiment de pouvoir trouver en fait des clients pour la société, notamment pour la formation qu'ils proposaient, et surtout aider également à l'organisation d'événements. Donc on avait organisé un événement à San Francisco, je me rappelle, un grand événement également à Paris, et fallait promouvoir l'événement pour qu'il y ait un maximum d'inscrits, et donc je travaillais vraiment sur ces missions-là. Donc au départ, si tu veux, j'ai commencé en tant que ce qu'on appelle SDR, Sales Development Representative. Donc je closais pas les deals, mais en fait je bookais vraiment des leads qualifiés pour que derrière les account executives puissent closer les deals. Cette petite entreprise avait combien d'employés et combien de commerciaux, justement? Alors, je crois qu'on était quand même une cinquantaine, voire un peu plus. C'est pas si petit que ça. Ouais. Et dans l'équipe commerciale, on était moins d'une dizaine. D'accord. Donc quand même, je pense, aller 1/5 de l'entreprise, c'était la force commerciale. Et il y avait des account representatives, comme tu disais, et d'autres personnes dans ta fonction qui... Exactement, c'est ça. Et en fait, le manager, il venait juste de passer responsable commercial, parce qu'avant, lui-même, il était sales. D'accord. Donc tu passes combien de temps avec eux? Je passe 6 mois avec eux avant d'être débauché dans une autre boîte. Pendant ces 6 mois, tu as réussi à vendre des solutions, tu as réussi à vendre des événements Comme j'étais dans la partie préqualification, du coup, oui, effectivement, je préqualifiais les leads. Et en fait, c'est les accounts exécutifs qui étaient chargés, du coup, de conclure les ventes. Donc, c'est vraiment en support, on va dire en support aux commerciaux. D'accord. On te débauche, tu vas où? On me débauche. Du coup, je vais dans une nouvelle société qui s'appelle Sales Cycle, d'ailleurs, cycle de vente. Ouais. On proposait des solutions d'optimisation, de conversion pour les sites e-commerce. Et là, en fait, je suis la première, du coup, sur le même type de poste, recrutée à Paris, parce qu'ils avaient des filiales, notamment en Angleterre, à New York et à Singapour. Et donc, ils ouvraient une nouvelle filiale en France. Et donc, ils cherchaient des profils internationaux qui savaient effectivement faire ce que je faisais, mais aussi qui savaient parler anglais, parce que comme le siège était en Angleterre, fallait du coup avoir également cette compétence-là. Et ce qui est intéressant, tu vois, donc je suis la première recrutée sur ce poste-là en France, mais il y a d'autres personnes dans le monde, donc Singapour, New York et en Angleterre, qui font la même chose que moi. Et au bout de quelques semaines, je me hisse littéralement parmi les top performers et je deviens même la numéro 1. Et donc là, le CEO, il me dit, c'est qui cette fille-là qui vient d'arriver? Et en quelques semaines, en gros, c'est la number 1. Il faut absolument qu'elle aille former l'équipe en Angleterre. Et donc, le CEO m'envoie en Angleterre former une dizaine de commerciaux, sachant qu'ils étaient là depuis un an et demi, donc avant moi. Et moi, j'étais, entre guillemets, toute jeune. Et je me retrouve, du coup, à former ces personnes-là parce qu'ils voulaient que je leur partage quel est mon secret. Ils me disaient, what is your secret? Just share it. Mais le CEO, il était basé en Angleterre? Oui. Ouais. Exactement. Donc, tu vas en Angleterre, tu y passes combien de temps? J'y passe une semaine. Une semaine? Ouais. Et comment est-ce que tu as structuré? Parce que là, tu apprends pendant tes études le métier de commercial, mais que tu avais déjà, dont tu avais les bribes déjà, ayant observé ta maman. Ensuite, tu rentres dans une entreprise et tu es support à la vente. Et puis, 6 mois après, on te débauche pour aller dans une autre entreprise où, au bout de quelques mois, tu es la numéro 1 et on te demande d'aller former les autres commerciaux, dont des commerciaux qui sont là depuis 1 an ou plus. C'est ça. Comment est-ce que tu as fait pour... parce que c'est un autre métier, ça, de former des commerciaux, c'est autre chose. Comment est-ce que tu as fait? C'est un autre métier. Et en fait, moi, j'ai juste partagé de manière transparente qu'est-ce qui faisait la différence. En fait, moi, je suis quelqu'un, par exemple, déjà, quand j'arrive dans une entreprise, j'essaie toujours de savoir qui est le meilleur. Et je vais aller interviewer le meilleur. Je me rappelle même quand j'étais en alternance, j'avais demandé au CEO, c'était une boîte quand même qui pesait plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Et normalement, en tant que stagiaire, tu restes avec ton équipe, tu vois, au pire avec ta directrice, mais tu vas pas forcément aller taper à la porte du PDG. Et donc moi, je lui ai écrit, je lui ai dit, écoutez, j'aimerais qu'on puisse déjeuner ensemble pour vous poser des questions sur comment vous avez fait pour en arriver là. Donc en fait, si tu veux, j'ai toujours eu cette curiosité d'aller voir comment les gens ont fait pour réussir, naturellement. Et donc, quand je suis arrivée dans cette boîte, la première chose que j'ai fait, c'est le directeur commercial. Avant d'être directeur commercial, il était déjà commercial. Et s'il est passé directeur commercial, c'est qu'il a excellé. Donc, pareil, dis-moi, OK, comment tu procèdes concrètement? Qu'est-ce que tu fais? Etc. Et donc, naturellement, déjà, si tu veux, en plus de ma personnalité, il y avait également cette curiosité de toujours chercher qu'est-ce qui fait que les gens sont meilleurs.
Et je me suis pas prise la tête, entre guillemets, dans la formation. Honnêtement, je pense que ils m'ont demandé c'est quoi ton secret. Je leur ai dit que mon secret, c'est mon mindset. Ils m'ont dit comment ça, c'est ton mindset. Je leur ai dit que, effectivement, la manière, en tout cas, dont tu perçois, par exemple, cette activité, la manière dont tu perçois le marché, dont tu perçois le prospect, même dont tu te perçois, c'est ce qui va influencer finalement les ventes. Et que j'ai compris qu'en réalité, peu importe qu'on soit en B2B ou en B2C, on est toujours en H to H, c'est-à-dire il y a toujours un humain en face de toi. Et donc, si tu comprends l'art des relations humaines, naturellement, tu vas pouvoir connecter plus facilement. Parce que les gens ne comprenaient pas comment ça se faisait que j'arrivais à prendre des rendez-vous, or que je rigolais au téléphone avec les prospects. Et justement, c'est parce que je rigolais avec les prospects au téléphone qu'ils avaient envie de pouvoir potentiellement aller plus loin avec moi. Tout à fait, de développer une relation. De développer une relation. Plus longue. C'est ça. Donc, je leur ai fait comprendre qu'en réalité, si vous travaillez sur vous, et en réalité, c'est ce que j'avais fait aussi depuis mes 18 ans, c'est-à-dire que en plus de mon parcours professionnel, en plus de mon parcours, on va dire, éducationnel, je ne sais pas si ça se dit, j'ai très vite commencé en fait à lire des livres. Et c'est vrai que ça, effectivement, c'est un élément, je pense qu'il ne faut pas négliger. C'est que j'ai commencé très jeune à lire des livres de développement personnel. D'accord. Tu vois, le premier livre, par exemple, que j'ai lu à 18 ans, Think and Grow Rich. Répète ça pour tout le monde. Think and Grow Rich, c'est ça? C'est ça. Réfléchissez, devenir riche, de Napoleon Hill. Exactement. Donc, étant donné que je voulais devenir riche, forcément, je suis allée chercher comment je pouvais faire pour devenir potentiellement riche. Donc, effectivement, j'avais participé en fait à un séminaire, notamment à Ottawa, au Canada, de développement personnel. Et on nous avait dit une phrase qui m'avait marqué. Leaders are readers. On m'a dit les leaders sont des lecteurs. Et je me suis dit, oh, ok, faut que j'apprenne à lire. Enfin, en tout cas, faut que j'aime lire. Parce que de base, j'aimais pas trop lire avec les livres qu'on nous donnait à l'école. Et ils nous ont dit un livre que vous devez absolument lire, justement, Réfléchissez, devenir riche, de Napoleon Hill. Deuxième livre qu'on nous recommande de lire, Comment se faire des amis, de Dale Carnegie. How to win friends and influence people. Tu vois? Et au début, je me dis, oh là, moi j'ai déjà des amis, et comment ça je vais apprendre à me faire des amis? Mais ok, why not? Troisième livre, Le secret, de Rhonda Byrne, sur la loi de l'attraction. Et donc, je commence à lire ces livres-là, et honnêtement, ça change complètement ma vision et ma perception du monde. Et je me dis, oh waouh, en réalité, tout est possible. You can do anything. Si vraiment tu penses que c'est possible, c'est possible. Et donc, c'est vrai que j'ai grandi déjà avec ce mindset de you can have it all, tu peux réussir dans ta vie. Bref, tu vois. Donc, forcément, je pense que ça influence également ma posture, ma manière de parler, mon énergie que je dégage aussi auprès des prospects. Ouais. Et donc, quand on me demande c'est quoi ton secret, je leur dis mon secret, c'est mon mindset. Mais à cette époque-là, je savais pas que mon secret, c'était pas que mon mindset, c'était mon identité. Tu vois? Mais ça, je l'ai compris plus tard. Mais sur le coup, j'ai dit mon mindset, j'ai dit lisez des livres. Moi, aujourd'hui, quand je suis dans les transports, au lieu de regarder les gens, je suis en train de lire des livres. Je suis en train d'écouter des podcasts. Je me forme auprès d'experts USA. Il y avait YouTube, par exemple. Je regardais des vidéos de Dan Lok, par exemple, excellent en sales. Je regardais des vidéos de Grant Cardone. Et je me disais, oh, OK, il disait que ça, on peut tester ça. OK, je vais le tester. Tu vois? Donc, j'étais curieuse, on va dire, en dehors de mon environnement de travail. Et je pense que c'est vraiment ça qui m'a aidée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après ça, les résultats des commerciaux ont augmenté, justement. Est-ce que le CEO t'a rappelé pour te remercier? Ouais, littéralement. Ouais. Il m'a dit, oh, waouh, depuis la petite intervention, en tout cas d'Oreille, je vois que les chiffres augmentent bien. Ouais. C'est intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est que 6 mois après, on me propose, pour le coup, 2 options. Soit de passer team leader et de pouvoir manager, du coup, une équipe commerciale. Celle de Paris? Ouais, celle de Paris. Soit de passer BizDev un peu plus confirmé. Et l'équipe de Paris était constituée de combien de personnes? On était à cette époque-là, je crois, 5. Oui. 5, 6, c'est ça. D'accord. Qu'est-ce que tu as choisi? Donc, j'ai choisi naturellement le rôle de team leader. Sauf que le CEO dit, OK, ça marche pour ce rôle-là, mais avant qu'on puisse officialiser, entre guillemets, ce rôle-là, il faut d'abord qu'on recrute 6 nouvelles personnes. Et tant qu'on n'a pas recruté ces 6 nouvelles personnes, en gros, tu passes pas à team leader. Et donc, on a recruté jusqu'à 5, mais on n'a jamais réussi à recruter jusqu'à 6. Donc, finalement, je ne suis pas passée team leader dans cette entreprise-là. Et à un moment donné, en fait, ça a créé de la frustration parce que je me suis dit, mais est-ce que j'ai fait le bon choix? J'étais l'un de vos meilleurs éléments et finalement, je suis pas récompensée pour la valeur potentiellement que j'ai apportée, tu vois. Et donc, c'est là où j'ai commencé à me dire, OK, littéralement, Oreille, comment tu fais pour doubler ton salaire fixe en faisant la même chose? Et là, je me dis, tiens, en fait, si je passe freelance, potentiellement, je peux augmenter, en fait, tu vois, mon revenu fixe et avoir les mêmes commissions sur les ventes closées. Et là, je prends la décision de quitter la boîte et de me lancer en tant que freelance, en tant que business développeur.
Et donc, je suis approchée par une boîte qui, justement, met à disposition des commerciaux indépendants dans des entreprises. Qui fait du management d'intérim, en fait. Exactement, c'est ça. Parce que comme tu le sais, mine de rien, recruter un commercial, surtout en France, c'est quand même une charge. C'est une charge lourde parce que le processus coûte cher. Ouais. Ensuite, on n'est jamais sûr de la personne qu'on a recrutée. Dans les entretiens, beaucoup de gens, malheureusement, racontent tout et n'importe quoi. C'est vrai. Embellissent leur CV. C'est vrai. Parlent d'expériences qu'ils n'ont pas. C'est vrai. Et après, en France en particulier, je crois que le système légal et la protection des employés est tel que c'est pas si facile que ça de se défaire de quelqu'un. C'est vrai. Donc, je me dis, pourquoi pas me lancer en freelance? Et même pas, je crois, 2 semaines après, on me dit, écoute, on a une mission qui pourrait être intéressante pour toi. Est-ce que tu es disponible pour passer une interview? Oui. Et donc, je vais à cette interview-là, sans pression. Ils cherchaient un poste de business developer confirmé. Oui. Je n'étais pas du tout confirmé, j'étais, on va dire, allez, junior. Mhm. Mais je me dis, why not? Et donc, je me rappelle encore de l'entretien. J'arrive vraiment, je me positionne. Et au lieu de passer une interview, je fais passer une interview au CEO. Je pose des questions pour comprendre. Parce que je me suis dit, j'ai pas envie de juste d'aller dans une boîte pour aller dans une boîte. Il faut que je comprenne. Donc, je commençais naturellement à utiliser, je pense, l'un des meilleurs skills des commerciaux, c'est de savoir poser des questions. Et donc, le CEO, en fait, il est déstabilisé parce qu'il me dit, oh, waouh, elle a du leadership, elle a du charisme, elle me pose des questions, elle me challenge. Et je vois dans ses yeux, c'est bon, il va me prendre. Je savais déjà qu'il allait me prendre. Et donc, naturellement, on sort de là. J'étais accompagnée par la personne de la boîte, notamment de placement. Elle me dit, mais c'était quoi cette interview de dingue? Mais t'as vu le regard et tout? C'est sûr que de toute façon, tu vas être pris. Et tu sais quoi? En plus, par rapport à ce que j'ai vu, on peut vraiment demander le plus haut TJM. TGM, c'est quoi? TJM, en fait, c'est le taux journalier moyen. Quand Ouais. tu es freelance, en gros, tu es payé, on va dire, ton taux, la facturation journalière. Mhm. Et donc, du coup, naturellement, il me dit, bah, tu sais quoi, on va lui faire une proposition, le maximum qu'on puisse, entre guillemets, le taxer. C'est pas vraiment taxer, mais bon, tu m'as compris, le facturer. C'est le jargon. Oui. Exactement. Et tu vas voir, ça va passer. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Et effectivement, c'est passé. Super. Et là, littéralement, en changeant d'entreprise, je me suis retrouvée à gagner 2 fois plus de salaire fixe. Ouais. Je sais pas si les gens réalisent, mais c'est énorme. Tu vois? En gros, pour être transparente, en salaire fixe, j'étais à peu près 2400 €. Tu passes à 4400? Ouais, 4800, pratiquement 5000 € de fixe, plus 10% de commission sur les ventes générées. C'est quelque chose. Ouais. Ouais. Et donc, franchement, ouais, c'était une très belle expérience. Et ce qui est intéressant, c'est que 2 mois plus tard, je devais aller au Kenya parce que j'avais un mariage là-bas. Ouais. Et donc, je me suis dit, comment je fais pour aller au Kenya? Mais avant d'aller au Kenya, je veux quand même prouver qu'il a eu raison de me choisir. Mm-hmm. Tu vois, j'avais déjà prévu 2 semaines de vacances. Enfin, c'était 2 semaines après avoir démarré, je devais partir au Kenya pendant 2 semaines, c'est ça. Et je me suis dit, il faut absolument que je close des deals avant de partir. Comme ça, au moins, je suis tranquille pendant mes vacances. Et on va pas me dire, on l'a recrutée, on lui paye bien. Et en plus, elle fait pas de vente. Mais tu avais négocié ça pendant l'intervio? Oui, ouais. J'avais dit, par contre, je pars au Kenya mi-septembre. Donc, voilà. Il m'avait dit, OK, il n'y a pas de souci. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ce premier mois-là, on était 3 nouveaux commerciaux qui avaient été recrutés. Donc, il y avait 2 hommes et moi. Et ce premier mois-là, on va dire en tant que business developer confirmé, je pars en vacances pendant 2 semaines, mais malgré ça, à la fin du mois, sur les 3 nouveaux recrutés, je suis la seule qui a réussi à closer 3 deals. Ces deals, juste pour que je comprenne, c'était des deals de produits informatiques? Là, c'est un accompagnement pour des entreprises notamment qui veulent augmenter la performance commerciale de leurs équipes. D'accord. Grâce notamment à un outil de prospection automatisé en B2B. D'accord. Et donc, c'était un outil de prospection automatisé en B2B que la société pour laquelle tu travaillais installait chez ses clients. C'est ça, avec un accompagnement avec un accompagnement, plus de l'outil. Tout à fait. C'est ça. Formation, ok, très bien. Exactement. Et donc, tu en as vendu 3. J'ai vendu 3, ouais. C'était quoi le prix de ces packages? Là, on était sur entre 2, 3, 4, 6 000 €. D'accord. Pour l'accompagnement, généralement, c'est pour on appelle ça un POC, ouais, de 2-3 mois, histoire de voir effectivement est-ce que ça fonctionne et est-ce qu'on a envie d'upsell finalement sur d'autres offres. D'accord. D'accord. Et donc là, pareil, mes collègues qui étaient là, eux, ils ne sont pas partis en vacances. Mais comment tu as fait pour closer 3 deals en étant parti en vacances pendant 2 semaines? On ne comprend pas.
pareil, une nouvelle fois, je dis, c'est l'état d'esprit. Moi, je m'étais déjà dit que faut que ça fonctionne. Comme ça, au moins, pendant mes vacances, je suis tranquille. Et donc, je reviens de vacances. Et là, je me dis, OK, dans 3 mois, j'ai envie de repartir en vacances. En fait, moi, j'adore voyager. Je pense que ça a été vraiment quelque chose qui m'a beaucoup, on va dire, qui m'a beaucoup motivée pendant justement mes rôles de sales. C'était vraiment... La première fois que j'ai travaillé, c'était, OK, qu'est-ce que je fais de ces commissions-là ? Je voulais aller à New York. OK, ces commissions-là vont me permettre d'aller à New York. Donc, je visualise New York pour pouvoir réussir. Là, il y avait eu le Kenya. Après, je voulais partir pendant 1 mois en Mauritanie et au Sénégal, pour le coup, mes 2 pays d'origine. Et je me suis dit, OK, là, 1 mois quand même, c'est chaud. Comment tu fais pour partir 1 mois, sachant que tu viens d'arriver et que c'est pas la fête, quoi, tu vois ? Et je me dis, si j'arrive à atteindre l'objectif qu'on me demande, potentiellement, ça peut le faire. Mais je me suis dit, c'est pas suffisant. Après, je me dis, si j'arrive à faire le double de l'objectif qu'on me demande, peut-être que ça peut le faire. Je me dis, ouais, c'est intéressant. Et je me dis, si maintenant je fais le triple de ce qu'on me demande, là, limite, le CEO, il m'offre le billet d'avion. Il me dit, écoute, Ouray, tu peux partir tranquillement. Ouais. Et donc, je me dis, OK, mon objectif, ce sera de faire 3 fois ce qu'on me demande. On devait faire, en commercial, en tant que commercial, 20 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. Par mois. Par mois, c'est ça. Et donc, je me dis, OK, littéralement, comment je fais pour faire 60 000 ? Et je me dis, déjà, il va falloir que j'augmente le panier moyen. Parce que si je dois closer 60 000, il va me falloir beaucoup de clients. Et je me dis, mais si je mise sur des entreprises qui ont un budget d'achat beaucoup plus élevé, ça pourrait du coup réduire en fait le nombre de clients tout en ayant un revenu beaucoup plus élevé. Et donc, je commence, si tu veux, à faire une liste vraiment d'entreprises où je sais qu'elles viennent de lever des fonds. Elles ont levé, par exemple, des millions d'euros. Et je me dis, elles ont forcément l'argent pour pouvoir potentiellement investir dans leur équipe commerciale pour les aider à aller chercher plus de croissance. C'est littéralement l'enjeu quand tu lèves des fonds. Bien sûr. Et donc, j'ai listé ces entreprises-là et j'ai commencé à les prospecter. Et ce qui est intéressant, on va dire long story short, c'est mieux, pour raccourcir. Le mois de décembre, c'est un mois qui est quand même compliqué parce que souvent, tu vois, il y a Noël, il y a les vacances d'hiver. Et donc, les gens, ils vont souvent remettre les décisions d'achat à l'année prochaine. Tu vois, t'arrives, imaginons le 20 décembre, on va dire, OK, bon, on reparlera de ça l'année prochaine. Et donc, déjà, ne serait-ce qu'atteindre l'objectif des 20K, c'était assez complexe dans ce contexte-là. Donc, fin décembre, on est 4 commerciaux. Mes 3 collègues commerciaux font 8 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, littéralement, c'est ce que j'aurais dû faire aussi. Chacun ? Chacun. 8 200, 8 600, 8 100. Mais l'objectif, c'était quand même 20 000. L'objectif, c'était déjà 20 000. C'est un point important, si tu me permets une seconde. Oui. C'est un point important parce que beaucoup de sociétés commerciales souffrent de cela. Oui. Et beaucoup de sociétés ne savent pas comment le gérer. Leurs commerciaux ne performent pas. Oui. La trésorerie est difficile. Et donc, ils n'investissent pas dans le développement de ces commerciaux. Oui. Et ils continuent c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Exactement. Ouais. Littéralement, c'est ça. Donc, logiquement, j'aurais dû faire 8 000 euros. Comme mes 3 collègues, parce que c'est pas une personne, c'est 3 personnes qui font exactement le même montant et qui vont prouver que c'est impossible, au mois de décembre, d'atteindre l'objectif de 20 000 euros. Et moi, étant donné que 3 mois auparavant, j'avais eu cette intention de faire 3 fois plus que ce qu'on me demande, je fais 62 000 euros de vente sur le mois de décembre. Donc, tu avais l'intention, donc, dans ton esprit, tu avais cette pensée de dire, il faut que je fasse 3 fois le chiffre d'affaires qu'on me demande, parce que bien entendu tu voulais aller au Sénégal et en Mauritanie, ou en Mauritanie et au Sénégal, mais cette intention est forte. Elle est tellement forte que cette idée se transforme en réalité. Littéralement. Cette idée, ton idée de pouvoir avoir des résultats commerciaux 3 fois plus importants que l'objectif se transforme en réalité. C'est un point important. Beaucoup de commerciaux ne le comprennent pas. Et c'est un point important, je pense que tu le souligneras tout à l'heure aussi quand tu parleras de ton livre. Oui, clairement. Ouais. Clairement, je pense que... En fait, une fois de plus, la vie me montre que, yes, si tu crois en quelque chose, littéralement, ça peut se réaliser. Tout à fait. Et moi-même, je ne pourrais pas t'expliquer comment ça se fait que, comme par hasard, je suis tombée sur... tu vois, les bons interlocuteurs, sur les bonnes entreprises, sur le sujet du moment. Littéralement, je crois, une entreprise que j'ai appelée prospection froide. Elle me dit, oh waouh, c'est exactement le sujet du moment. Et cette même entreprise-là, on va signer un deal à plus de 32 000 euros. Là où la moyenne des deals jusqu'à présent dans l'entreprise, c'était 6 000 euros. Oui. 6 000, 8 000 euros, je pense que c'était le plus gros montant. Donc déjà, je signe le plus gros deal qui n'a pas encore été signé dans l'histoire de l'entreprise. Mais en plus, je fais 3 fois plus que ce qu'on nous a demandé. Et là, franchement, je peux te dire que mes collègues, il y en a un même, il était vraiment vénère. Parce qu'il disait, mais je comprends pas. Cette fille, comment
Elle a fait. Une fois de plus, c'est quoi son secret? Mais il était vraiment dépité. Les émotions humaines. Il y avait sûrement aussi de la jalousie, de l'envie. Ah oui, clairement. Bah déjà, mes 3 collègues, ce sont des hommes. Je suis la seule femme. Et ils considèrent que tu es une femme, et peut-être une femme noire en plus. Je suis une femme noire en plus, la seule de l'entreprise. Et en plus, je fais 3 fois ce qu'on me demande. Ouais. Dans leur tête, ils devaient être supérieurs de toute façon, quoi qu'il arrive. Exactement. Et en réalité, ils sont 3 fois inférieurs. Exactement. C'est littéralement ça. Et je me rappelle même, j'ai pris un screenshot du Salesforce avec le nom des 3 commerciaux et du coup mon deal qui explosait. Parce que je me suis dit, ça, faut que je le garde en fait en preuve en fait. Bien sûr. Et je me rappelle, je me suis dit, en fait, si je vais postuler n'importe où, j'ai même pas besoin de parler, je leur montre juste ça. Voilà qui je suis. Parce que c'est un autre sujet, mais c'est un sujet important. La place de la femme dans la société, c'est pas toujours facile. Ouais. Et une société très, très masculine, les hommes blancs, souvent. Surtout dans ce domaine-là, le commercial. On te considère pas. Et puis on pense que si tu racontes que tu as fait 3 fois ou 4 fois le chiffre d'affaires des autres, en tout cas 3 fois ton objectif. C'est ça. Mais en fait, 6 fois le chiffre d'affaires des autres, tu racontes des histoires. Donc tu as bien fait d'en prendre des preuves. Ouais, clairement. Et je pense que ces preuves-là, ce qui est intéressant, c'est quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, c'est également ce que je montrais dans mes slides de storytelling. Pour vraiment... parce qu'on peut dire ce qu'on veut. En réalité, tant qu'on n'a pas de preuves, ça peut rester quelque chose que j'ai inventé. Sauf que là, effectivement, l'image, le diagramme, je le vois encore, parlait de lui-même. Et moi-même, j'étais là en mode, waouh, mais est-ce que tu te rends compte vraiment de ce que tu viens de faire? Ouais, c'est extraordinaire. Et donc, naturellement, je suis partie en vacances. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que j'avais acheté mon billet d'avion avant même de savoir que j'allais réussir à atteindre l'objectif que je me suis fixé. Parce que tes émotions, tes pensées, ton énergie, tout tend vers une chose. Le résultat que tu souhaites avoir. Exactement. Et tu as donc cette confiance extraordinaire qui est de la confiance, qui est de la certitude de réaliser ce que tu veux. Exactement. Et à partir de là, je peux te garantir que je me suis dit, en fait, en gros, rien ne peut m'arrêter. Si je le veux vraiment et que je me donne les moyens, bien évidemment, je ne me suis pas tourné les pouces. Bien évidemment que j'ai prospecté, j'ai négocié. Tu vois, je ne suis pas restée là à juste me dire « Oh, ce serait cool de faire 3 fois et ne rien faire ». Donc, je me suis donné les moyens. Mais je me suis rendu compte que, effectivement, quand on se donne les moyens dans la vie, il n'y a rien qui peut nous arrêter. Et en réalité, la seule manière d'échouer, c'est d'abandonner. Bien sûr. Tu es resté combien de temps dans cette entreprise et qu'est-ce que tu as fait après? Finalement, je suis restée que 6 mois dans l'entreprise. Pourquoi? Parce que je me fais à nouveau débaucher. Et là, on me dit, écoute, Ray, la société la société qui m'avait placée là-bas me dit, on a une opportunité pour un poste de head of sales. Oui, parce que tu travaillais avec une société de management d'intérim. Exactement, c'est ça. On a un poste de head of sales. Littéralement, on pense que t'es faite pour ce poste-là. Et voici la société, voici ce qu'ils font. Moi, je pense que tu devrais saisir l'opportunité. Ça peut être hyper intéressant pour toi. Et donc, naturellement, je saisis l'opportunité. Et donc, c'est là où j'accepte un poste de head of sales. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que j'ai pas évolué dans les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, mais en réalité, j'ai évolué à chaque fois en changeant d'entreprise. Tu vois? Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois que je changeais d'entreprise, je passais toujours au niveau d'après. Et là, ton salaire fait quoi comme bon? Après, au niveau du salaire, honnêtement, étant donné que là, on est parti on était sur du TGM, on est resté à peu près pareil. Oui. Mais après, c'est vrai que d'un point de vue, on va dire commission, ce qui était intéressant, c'est que c'était beaucoup plus avantageux. Bien sûr. Parce que là, il n'y avait pas que, entre guillemets, mes commissions, il y avait également les commissions de l'équipe. Parce que j'entends entre les lignes que, en tant que chef de vente, tu devais vendre aussi, tu avais une partie de ton territoire et tu avais une équipe. Ce qui est intéressant, beaucoup de sociétés font ça. Et les sociétés telles que Xerox ne faisaient pas ça. D'accord. Quand il y avait un chef de vente, il était chef de vente à temps plein. Okay. Et il accompagnait bien entendu les commerciaux, mais... D'accord. Oui, tout à fait. Ouais. Donc oui, c'est vrai qu'il y avait mes propres deals, plus les deals effectivement de l'équipe. Ouais. Et comme naturellement, j'aime beaucoup partager et j'ai toujours aimé, si tu veux, faire monter les gens en compétences et surtout, je dirais, réveiller l'ambition et le potentiel des gens. Tu vois, naturellement, je suis quelqu'un qui booste. Souvent, on me dit, oh, Miss Positive Vibes, because, tu vois, je suis toujours pleine d'énergie, je vois toujours, on va dire, le côté positif des choses. Il n'y a jamais de problème, il n'y a que des solutions. C'est un peu ma philosophie de vie. Et donc, naturellement, l'objectif, c'est de booster. Comme tu le sais, la plupart des commerciaux sont un peu mous. À un moment donné, il faut les réveiller.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Et tu passes combien de temps dans cette entreprise? Et est-ce que c'est toujours ce que tu fais? Est-ce que tu es toujours dans du management d'intérim aujourd'hui? Ouais, alors entre-temps, non, j'ai changé, on va dire, de voie. Ouais. Mais je suis restée quand même 2 ans dans cette entreprise-là. Ah oui, 2 ans quand même. Mais dans les 2 ans, on va dire, il y a quand même eu une année où il y a eu le Covid, où Ouais. du coup, j'ai bossé à distance. Et Ouais. c'est cette même année-là que je me suis lancée effectivement à mon compte. D'accord. Mais tu es contente d'être passée dans cette entreprise, l'expérience de chef de vente t'as apporté beaucoup, je suppose. Oui, sachant qu'au départ, j'ai été recrutée en tant que freelance. Ouais. Et au bout de, je crois, 4 mois, ils m'ont dit « Tu veux pas passer en CDI ?» Et donc, je suis repassée en fait en CDI. D'accord. Et donc, voilà. Mais après, du coup, j'avais beaucoup d'avantages. On avait des vacances illimitées. On avait plein de benefits. Donc, c'était cool aussi. Ok, super. Et le Covid t'incite à te lancer à ton compte? En fait, si tu veux, un truc qui est intéressant, c'est que 3 jours avant le Covid, j'organisais une conférence en présentiel. 3 jours avant le premier confinement. J'organisais une conférence en présentiel que j'avais nommée « Et si la vente était un jeu ?» Et j'ai fait venir une 50aine d'entrepreneurs pour justement partager finalement ma vision de la vente. Pour moi, avec toutes ces années d'expérience, la vente, littéralement, c'était juste devenu un jeu où quand tu connais les règles, tu gagnes à tous les coups. Et je me suis rendu compte que les entrepreneurs ne connaissaient pas les règles du jeu. Donc, ils n'arrivaient pas à vendre et donc à vivre pleinement de leur activité. Donc, j'organise ma conférence, je fais mon pitch d'1 heure, voilà. Et à la fin, j'invite les gens qui veulent aller plus loin à rejoindre un de mes programmes. Et j'étais partie du postulat que pour pouvoir développer mon activité, j'allais faire des conférences parce que j'étais plutôt à l'aise sur scène. Et 3 jours après cette première conférence, on est confiné. On est chez nous. On ne sait pas quand est-ce qu'on va sortir. C'était littéralement du jamais vu, je pense, de manière... je sais pas, à cette époque-là, tu étais à Londres Non, moi, je venais d'arriver à New York. Ok, t'étais à New York. Voir mes enfants. Ok. Et on est confinés à New York pendant 3 mois. Ok, c'est ça. Et je me dis, oh, mais c'est dommage. Moi, j'avais prévu d'organiser des conférences, me faire connaître, etc. Et là, je ne peux plus le faire. Et du coup, je me demande, ok, qu'est-ce que je pourrais faire pour pouvoir continuer à parler notamment de ce que j'ai initié. Et c'est là où je découvre les conférences en ligne, ce qu'on appelle aujourd'hui les fameux webinaires. Et je me dis, ok, on n'est pas en présentiel, c'est pas grave, on va faire des conférences en ligne. Et donc, je commence à faire des webinaires en ligne pour pouvoir potentiellement partager ma philosophie, qui est que la vente est tout simplement un jeu. Mais cette conférence que tu avais organisée, tu l'avais organisée pour ton entreprise ou pour toi? Pour moi. Pour toi, d'accord. Ouais, parce que j'avais pris la décision de me lancer à mon compte. D'accord. Mais donc déjà, tu faisais des choses, tu faisais du développement personnel, tu suivais des cours qui te permettaient de comprendre comment structurer ce genre d'événement. Exactement. Okay. J'ai écouté une phrase de Jim Rohn qui disait que les profits sont mieux que les salaires. Que si je voulais devenir riche, je ne pouvais pas me contenter d'avoir un salaire, même si mon salaire il était bien. Tout à fait. Et tu écris donc ce livre à quel moment? Le jeu de la vente, les 6 clés des entrepreneurs qui réussissent. Yes. J'écris ce livre-là 1 an après m'être lancée justement dans le jeu de l'entrepreneuriat. Et j'avais commencé déjà à développer dans un premier temps ma méthodologie qui s'appelle le jeu de la vente. Et je me suis dit, comment je fais pour partager ma vision à un plus grand nombre? Forcément, mon temps est limité, je ne peux pas accompagner toute la Terre. Mais par contre, je me suis dit, avec un livre, je peux littéralement le partager à beaucoup plus de monde. Et surtout, je peux laisser également un héritage et une trace de mon passage sur Terre. Très bien. Ça t'a pris combien de temps pour l'écrire? Honnêtement, 3 semaines. D'accord. Tu avais tout dans la tête, dans le cœur. Oui. C'était vraiment ma méthodologie que j'appliquais déjà à mes clients. Donc, c'était vraiment la retranscrire sous forme écrite, finalement. Et ce livre te permet d'avoir ce qu'on appelle des gigs, où tu parles en public, ou ça te permet de faire quoi, en fait, ce livre? Littéralement, en fait, ce livre ouvre, on va dire, la porte à de nouvelles opportunités. Donc, interview radio, interview du coup TV, conférences, effectivement. Et même après, je pense que c'est également ce qui m'a permis de faire un TEDx en tant qu'auteur et conférencière. Tout à fait. Ouais. Alors, aujourd'hui, ton business, c'est quoi? Aujourd'hui, j'ai un cabinet de conseil en performance commerciale. Et on accompagne, du coup, d'une part, les équipes commerciales à améliorer leur performance commerciale pour augmenter leur taux de conversion, mais également des experts, donc des entrepreneurs, que ce soit des coachs, des consultants, des personnes qui vendent vraiment une expertise et qui veulent réussir à développer leur business, augmenter leur chiffre d'affaires et gagner plus d'argent avec leur entreprise. D'accord. 6 clés des entrepreneurs. Donne-nous 2 de ces clés.
2 clés parmi les 6 clés des entrepreneurs qui réussissent. Je pense qu'une des clés vraiment puissantes, et je pense que par rapport à notre échange, on commence à le comprendre, c'est vraiment la vision. Oui. Tu vois, pour moi, en fait, tu dois connaître qu'est-ce que tu as envie d'être, d'avoir ou de faire. C'est quoi la vision que tu as pour ta vie? Parce que personne ne peut te donner une vision si toi-même, tu n'en as pas déjà une. Bien sûr. Et ce qui est intéressant, c'est que de la vision naît justement l'enthousiasme, l'engagement, la motivation pour pouvoir potentiellement réussir à rendre cette vision possible. Et moi, j'aime bien me dire que les entrepreneurs, en fait, ce sont des dreamers, ce sont des rêveurs. Au départ, en fait, on a cette volonté de se dire « Oh, comment je pourrais aider le marché avec notamment telle solution par rapport à telle problématique ?» Et dans la vie, il faut rêver. Un de mes mentors disait qu'on doit avoir 3 casquettes en tant qu'entrepreneur. La casquette du rêveur. Donc, il faut rêver, il faut dream big. Moi, un livre que j'aime beaucoup, c'est The Magic of Thinking Big, donc La magie de voir grand, de David Schwartz. Excellent livre pour vraiment se dire que les personnes qui réussissent le mieux dans le monde, ce ne sont pas des personnes finalement qui sont plus talentueuses, qui ont fait peut-être plus d'études. C'est vraiment des personnes qui ont une vision juste beaucoup plus grande que la moyenne des gens. Donc, on doit avoir la casquette de rêveur et qui y croit. Exactement. C'est Walt Disney qui disait « If you can dream it, you can do it ». Si tu peux le rêver, tu peux le réaliser. Donc, la casquette de rêveur, la casquette également du vendeur, parce qu'aujourd'hui, on pense qu'on peut entreprendre si on ne vend pas. Non, c'est impossible. Et moi, j'entendais des entrepreneurs me dire « Écoute, Houraï, je suis entrepreneur, mais la vente, c'est pas mon truc. » Oui, ils ont des produits techniques, ils adorent la technicité, mais ces produits-là sont peut-être les meilleurs produits du monde, mais ils vont trouver leur chemin vers le cimetière. Exactement. Donc, si tu peux avoir le meilleur produit du monde, si personne ne l'achète, bon, tu n'es pas plus avancé que ça. Donc, il faut clairement avoir la casquette du vendeur. Et la 3e casquette, c'est la casquette du comptable. Donc ça, pareil, c'est une casquette que la plupart des gens n'aiment pas. Mais il faut savoir effectivement compter. Il faut savoir faire les chiffres. Enfin, parce que si tu encaisses et que tu décaisses tout, on n'avance pas non plus. Bien sûr. Donc, il faut savoir également faire parler les chiffres. Et tout ça, ça s'apprend en réalité. Et donc, voilà, une fois que ta vision, elle est claire, tu vas vraiment, et si tu y crois bien évidemment, te donner les moyens de la rendre possible. Tu vois. Et je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de personnes, je sais pas, ont arrêté de rêver. Tu vois. Mais sans rêve, bon, la vie, elle est... Sans sel. Elle est fade, c'est ça, sans sel. Tu vois. Donc, pour moi, il faut être un rêveur. Parce qu'en réalité, même si tu ne réalises pas ton rêve, c'est Jim Rohn qui disait une phrase intéressante, c'est que finalement, la personne que tu deviens est beaucoup plus importante même que l'atteinte de ton objectif ou que l'argent que tu vas gagner. Et rien que pour ça, moi, je suis persuadée que le jeu en vaut la chandelle. Et moi, au-delà de tout ce que j'ai réussi à faire, ce qui me fascine le plus, c'est qui je suis devenue. Bien sûr. Tu vois. Donc, ouais. Tu citais Khalil Gibran, le prophète, je suppose. Qui est un livre merveilleux qu'on peut relire tous les ans, dans lequel il y a des enseignements fabuleux. Yes, exactement. Tout comme les enseignements de Rumi aussi. Yes. Et une autre clé, pour partager une deuxième clé, c'est vraiment pour moi la persuasion. La persuasion, c'est quoi? C'est vraiment ta capacité à faire passer les gens à l'action. Beaucoup de personnes pensent que vendre, c'est manipuler, arnaquer, mentir, raconter n'importe quoi pour juste arriver à ses fins. Et moi, j'aime bien dire que vendre, ce n'est pas convaincre. Déjà, j'aime pas le mot convaincre, parce que dans le mot convaincre, il y a con et vaincre. Déjà, on part mal. Par contre, effectivement, vendre, c'est persuader. Et persuader, effectivement, ça s'apprend. C'est savoir, effectivement, appuyer sur les bons leviers qui vont provoquer le désir, finalement, du client de passer à l'action, de régler son problème, de s'investir, de s'engager. Et ça, effectivement, ça ne s'improvise pas. Il y a des codes, il y a des clés qui permettent de le faire. Je vais le dire autrement. En fait, ce que je t'entends dire depuis le début, parce que ton premier entretien, tu posais beaucoup de questions aux clients, c'est que tant qu'on ne réussit pas à aider le client à transformer une idée vague d'un problème qu'il a ou de plusieurs problèmes qu'il a en une idée claire, et donc transformer un besoin qui est vague, oui, c'est le terme, ou qui n'est pas explicite. On a un besoin explicite, mais ça, pour transformer ça, il faut d'abord avoir identifié le problème. C'est donné à tout le monde dans la mesure où on a la capacité que tu as à écouter. J'ai remarqué dans notre entretien, même quand je te coupais, tu as une écoute phénoménale et tu es là, tu es présente, tu es complètement présente. Ces éléments-là, c'est des éléments essentiels de la vie, par-delà la vente.
que beaucoup de gens devraient travailler à avoir en développement personnel. Effectivement. Pour Une moi, la réflexion. vente, c'est 80% d'écoute active et 20% où tu n'es pas en train de pitcher, mais tu es en train de poser des bonnes questions. Tu veux répéter ça? Je pense qu'on a besoin de l'écouter. Yes. Vendre, honnêtement, c'est 80% d'écoute. Ouais. 80% d'écoute active et 20% où tu poses les bonnes questions. Souvent, je dis, tu as 2 oreilles et une bouche, alors utilise-les en conséquence. Tout à fait. C'est une expression que j'utilise aussi avec les commerciaux. Je leur dis, vous avez 2 oreilles et une bouche dans ce sens et pas dans le sens inverse. C'est vrai, c'est exactement ça. Ouais. Et donc, la plupart des gens, j'ai l'impression qu'ils écoutent juste pour répondre, au lieu d'écouter vraiment pour comprendre. Oui. Les gens écoutent pour répondre au lieu d'écouter pour comprendre. Ils ne sont donc pas là. C'est ça. Ils sont entre leur réunion précédente et la réunion suivante. Ils sont dans les couches culottes de leurs enfants. Ils sont dans leurs problèmes à eux. Et donc, ils ne sont jamais là dans le don. Ce que je ressens chez toi, c'est que tu es vraiment là dans le don de soi, Yes. dans l'amour de l'autre, Ouais. et dans la transmission. Exactement. Ouais. Et c'est vrai que souvent, une chose qui revenait avec notamment mes clients ou même mes prospects, c'est waouh, franchement, Oureille, j'admire ta capacité d'écoute parce qu'on sent vraiment que tu es présente et on sent vraiment que tu es vraiment là parce que tu as vraiment envie de comprendre. Et ça se ressent. Et ça ne sert à rien de vendre si tu ne comprends pas. Donc souvent, je dis, écoute, je suis pas là pour te vendre, je suis là pour comprendre. Tu as utilisé l'expression tout à l'heure de la relation de H à H. Yes. Et c'est vraiment cette relation humaine dans ce podcast que je ressens, que tu transmets au quotidien, ce sourire et cette présence, être là mentalement, physiquement, mentalement, spirituellement. C'est une présence dont parle Jay Shetty, notamment, Yes. en disant que les gens sont soit dans une réunion précédente, soit dans une réunion suivante, et qu'ils rentrent dans cette réunion avec cette énergie, et pendant 15-20 minutes, ils ne sont pas là. Donc il y a des réunions, et c'est pour ça que la communication n'est pas facile et n'est pas bonne souvent dans des réunions dans les entreprises, et dans les grandes entreprises que tu as décidé de ne pas intégrer, mais c'est très bien. Quelques mots de conclusion, Oureille, sur la vente, sur toi, sur ton expérience. Pour moi, je dirais, toute cette expérience m'a permis de comprendre que vendre, pour moi, c'est la compétence la plus lucrative du monde. Vendre, Clairement. c'est la compétence la plus lucrative du monde, absolument. C'est ça. Et le meilleur cadeau que l'on puisse s'offrir, tu vois, surtout si on est entrepreneur, c'est de développer ses compétences commerciales. Si tu développes ta capacité à vendre, en fait, tu sais que tu ne manqueras jamais d'argent, mais surtout, tu auras la clé qui te permet de transformer n'importe quel échange en opportunité. Tu auras la clé qui te permet de transformer n'importe quel échange en opportunité si tu augmentes tes capacités à vendre. Exactement. Extraordinaire. J'ai passé un moment délicieux avec toi. Merci infiniment. Ça n'est qu'un début. Je ne te lâche plus. Mais merci, et merci aux auditeurs qui vont tirer de cet échange des choses extraordinaires s'ils l'écoutent bien. Yes. Merci beaucoup, Aurélie. Merci beaucoup à toi, Gilles. À bientôt. À très bientôt. Super. Super. J'ai pas regardé le temps, mais Ouais, je crois qu'on est dans le timing. timing. Dans le timing, oui. Parfait. Merci. Merci à toi en tout cas. Ça n'est qu'un début. Ça n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début. Tu te formes beaucoup, tu passes beaucoup de temps avec dans du développement personnel. J'ai entendu les quelques noms dont tu as parlé. Oui, en tout cas, je me suis formée beaucoup. Ouais. Aujourd'hui, je décide de former beaucoup parce que je me suis déjà formée beaucoup, mais effectivement, dans tous les cas, on finit jamais de se former, d'apprendre, d'avancer. Ouais. Et moi, franchement, je pense que mon stage vraiment à Montréal et ce séminaire de développement personnel a vraiment transformé ma trajectoire. Ou alors, c'était peut-être aligné, c'était le destin, comme on dit. Tu as déjà rencontré Tony Robbins? Pas encore. Il faut que tu le rencontres. Yes. Je me disais tout au fil de notre conversation, peut-être l'une des pièces manquantes, c'est peut-être ça. Tony Robbins, c'est the next level. OK. Vraiment. Moi, j'ai eu la chance de me former auprès de Tony Robbins. Très drôle. Ma femme arrive un jour. J'avais quitté mon dernier emploi. J'avais monté avec elle cette société de conseil et formation maintenant. Et je lui dis, elle me dit, le groupe de femmes américaines avec lequel je
fait des réunions de temps en temps, propose buy one, get one free pour aller voir Tony Robbins. Tu le connais? Je lui dis oui, ça fait 20 ans que je le connais. J'ai acheté son livre, il est là, mais je ne l'ai jamais lu. Awaken the Power Within? Oui, Unleash the UPW, Unleash the Power Within. Okay. Oui, c'est ça. Et donc, je dis on y va, même si on vient juste de commencer, on investit l'argent, c'était pas beaucoup, c'était 500 euros, quelque chose comme ça. On va suivre son cours pendant 4 jours. Les journées, 4 jours, c'est 50 heures pour Tony Robbins. Wow. Et c'est intense, mais tu te rends pas compte du temps qui passe. Première journée, on a commencé à 14 heures. Je regarde ma montre à 19 heures. Je n'avais pas vu le temps passer. Tellement c'est riche, tellement tu apprends. Et tu as l'impression, je pensais qu'il y aurait 500 personnes dans la salle, il y en avait 9000. Wow. Oui, et tu as l'impression qu'il te parle en one-on-one. Wow. One-on-one. Puissant. Ouais. Donc Tony, il faut le vivre. Il fait maintenant pas mal avec avec Dean Graziosi. Il fait pas mal de séminaires en ligne. Donc il fait des séminaires gratuits en ligne, mais il fait aussi son UPW en ligne. Yes. Et je crois que moi j'aime bien le présentiel. Le présentiel, c'est une autre vibe. C'est un autre niveau. Faut le vivre. Ouais, tout à fait. Trop bien. Ouais, super. Merci beaucoup. Merci à toi. Ouais.